Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous qui nous rejoignez pour cette émission Avance rapide. Aujourd'hui avec un plateau autour de la virtual production. C'est vrai que le terme devient assez fréquemment utilisé. Ces grands murs LED ou ces fonds verts avec des effets spéciaux. Ça peut être utilisé en télévision, en cinéma, en publicité. On a aussi besoin de se former. Donc on va essayer de faire un panorama assez large. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos trois invités. Nous avons donc Justine Coulmy, qui est chef opératrice, mais qui intervient aussi sur de la formation au sein de l'école Méliès, qui a mis en place une formation autour de la virtual production. Donc, elle va nous en parler, de voir un peu les défis qu'il faut relever en termes de formation et les besoins et les évolutions. En face d'elle, nous avons Loïc Leroux, qui est directeur général de Luxiris et de Tessellation Studio. Et enfin, Bruno Corsini, qui est superviseur de production virtuelle au sein de Prodigious, et avec une magnifique installation qui avait été un peu tenue secrète jusqu'à présent. Et là aussi, il va nous présenter à la fois le dispositif et les volontés du groupe d'utiliser ce plateau virtuel, qui est, je crois, peut-être le plus grand aujourd'hui au sein de l'Hexagone. C'est un des plus grands. C'est pas vraiment le plus grand, mais c'est un des plus Voilà, grands. on s'en approche. Ouais, on s'en approche. Et alors, justement, là, je tends la perche tout de suite à Justine. En termes de formation, qu'est-ce que c'est une formation autour de la virtual production et est-ce qu'il y a des prérequis? Ça s'adresse à qui? Alors la formation qu'on vient d'ouvrir, qui forme un profil de superviseur de production virtuelle, c'est un nouveau métier et qui regroupe beaucoup, beaucoup de compétences. On l'a ouvert soit à des personnes qui viennent de la 3D, qui ont des compétences de graphiste, soit des personnes qui viennent, du «tournage traditionnel» entre guillemets, donc des chefs opérateurs, des DIT, des assistants caméra et qui veulent à l'inverse développer leurs compétences, en 3D. On essaye de leur, apporter toutes les compétences à la fois, en production, qui comprennent les enjeux, les coûts, si c'est bénéfique ou pas d'utiliser, ces méthodes-là. Qu'ils aient un œil, artistique aussi, comment travailler avec les décorateurs, les chefs opérateurs pour mélanger l'environnement réel et l'environnement virtuel et qu'ils aient quand même une solide base technique, pour pouvoir fabriquer les pelures, assurer les systèmes de tracking et toutes les technologies sur les plateaux. Alors là, il y a une première session qui a eu lieu. Vous en êtes où? Oui, alors la première promotion a commencé il y a 1 mois. C'est une formation de 1 an et à côté de ça, on va essayer de décliner beaucoup plus de formations courtes, pour que des professionnels qui veulent juste se spécialiser ou acquérir des connaissances, typiquement des décorateurs qui veulent comprendre ce que ça peut, engendrer de concevoir avec un environnement virtuel un prolongement de décor, puissent se former sur, quelques jours, quelques semaines et donc il va y avoir toute une panoplie de formations. Ça veut dire aussi des investissements importants pour équiper, parce qu'il faut justement un mur LED. L'école en est où? Est-ce qu'il y a déjà ce mur LED de présent sur le site? Oui, tout à fait. On a pu bénéficier de beaucoup de partenariats avec des fabricants, notamment Sony pour le mur LED et Zeiss pour, le système de tracking et l'école était déjà dotée d'un grand studio avec un fond vert et des systèmes de tracking plus de motion capture. Très bien. Bruno Corsini, Prodigious, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, le Prodigious, c'est la partie de production et de post-production de Publicis. Donc, c'est une des entités de Publicis qui s'est tout de suite penchée sur la création de contenu. Donc, ce studio, il existe, il est à Aubervilliers. L'écran lui-même, c'est un écran Samsung qui est d'un pitch hyper intéressant de 1.6. L'écran fait 18,80 m encourbé, presque en 180 degrés en immersion totale sur 4,50 m. Et on a un plafond qui est joint, ce qui est une première en France. On n'a pas du tout, ça n'existe pas ailleurs. Donc on est très bien équipé au niveau des ordinateurs, des nodes. On va en plus passer à d'autres technologies plus évoluées. Ils ont mis en place aussi toute un workflow qui n'était pas évident pour les producteurs. Donc pour eux, c'est une nouvelle manière de travailler. C'est un produit d'appel aussi pour leurs clients, parce que du coup, ils ont la possibilité de leur proposer à la fois tout leur système de production, leur système de post-production et ensuite quand même un studio de tournage qui est équipé des dernières technologies.
Un peu comme Justine, est-ce qu'il y a besoin de faire de l'apprentissage aussi, de présenter l'outil aux producteurs, aux réalisateurs, et quel est leur regard dessus? Alors, en réalité, je passe la plupart de mes journées à faire de la pédagogie. C'est-à-dire, j'explique à des producteurs le pourquoi du comment, pourquoi c'est plus intéressant de venir. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, ils m'appellent, ils ont beaucoup de questions. Je leur présente le projet. On étudie ensemble si ça vaut la peine de venir faire des choses dans un studio virtuel ou pas, ou si c'est mieux de le faire en fond vert. On fait aussi de la formation sur l'intelligence artificielle. C'est comment on utilise l'intelligence artificielle dans le mur de LED. Donc oui, c'est de la formation permanente. Moi, ça m'a toujours intéressé et j'étais vraiment un des premiers à aller voir Georges Méliès et à visiter l'école pour qu'on puisse mettre en place des formations. Moi-même, j'ai aucune formation dans la production virtuelle. Ça fait 5 ans que j'y suis. J'ai appris sur le tas et j'ai pas de doublon. C'est-à-dire que si aujourd'hui je me casse une jambe, c'est très compliqué chez Prodigious de me remplacer. On va te cloner. Loïc, au sein de Luxiris et Tessellation, vous êtes plutôt orienté sur le broadcast. Il y a des différences de méthodologie, de travail entre un univers qui est plus sur de la pub, de la fiction ou du broadcast. Et ce sont quoi ces différences? Alors déjà, en broadcast, en télé, on utilise toujours et principalement le fond vert, mais avec de la production virtuelle temps réel, puisque c'est la caractéristique de la télévision. On fabrique l'image dans les conditions du direct, et c'est le multicaméra. Et le fond vert reste très maîtrisé par les chaînes, donc il y a un vrai enjeu de questionnement. Dans quel cas c'est intéressant d'avoir des écrans LED là où en fiction ou en pub, enfin on peut se dire on va avoir des reflets sur la voiture par exemple, etc. Là ça reste du décor de plateau télé. À part rassurer peut-être les invités qui ne sont pas sur un fond vert, dire ah oui bon c'est joli quand je rentre ici. Il n'y a pas d'enjeu artistique au-delà de ça. Il faut que ça marche le jour même et il n'y a pas le droit à l'erreur puisqu'il n'y a pas de post-prod par définition en direct. Ouais. Et donc les métiers de Luxiris, c'est de les accompagner. Alors, Quelles sont un peu les fonctions? Alors du coup, Luxiris, c'est avant tout du service technique et ce qu'on appelle de l'intégration graphique. C'est-à-dire qu'on maîtrise les outils techniques et l'environnement de diffusion en direct. Et on les accompagne où on réalise la mise en route des décors qui souvent sont fabriqués par des studios 3D, donc avec des outils plus classiques type Maya, Cinema 4D, etc., dans l'environnement virtuel, donc principalement et quasiment maintenant exclusivement de l'Unreal. On va avoir des problématiques d'exploitation, nous beaucoup, avec des opérateurs qui ne sont pas des spécialistes du virtuel. Donc on a besoin d'outils de contrôle en fait de cette scène-là pour ce qui va être variable dans la scène. Souvent, je sais pas, les apparitions des écrans, des textes qui peuvent apparaître par exemple dans le décor, etc. Donc on contribue aussi à cette intégration dans un workflow, dans un écosystème de chaînes de télévision très industrialisé. Donc typiquement quand il y a du texte, c'est pas forcément quelqu'un en régie qui le tape, ça peut être un journaliste sur son ordinateur. Donc est-ce que le texte il arrive bien au bon endroit au bon moment quand vous diffusez, ou quand on a fait des élections par exemple, en virtuel on va avoir les résultats, il faut que les résultats, les chiffres qui soient dedans, ils viennent bien de C'est mieux, ouais. la cellule Soit des les bons, résultats, ouais. quoi. Donc on a des enjeux de workflow très importants et pas forcément sur le rendu graphique. Est-ce qu'il y a un workflow type ou tout est encore du prototype? Il y a des habitudes qui ont été mises en place sur les calages d'émissions avec les réalisateurs qui viennent voir à quoi ça va ressembler, les calages de plans, les calages de décors, là où là, on a un décor en réel et si la fusée de Tintin elle est mal placée, on vient la déplacer. En virtuel, conceptuellement, c'est un peu la même chose, sauf que on ne peut pas le prendre à la main et le déplacer. Donc, en fonction de comment la scène a été imaginée, il faut peut-être retourner voir le graphiste pour qu'il le fasse, ou alors il a laissé la main pour le faire. C'est des choses comme ça que les réalisateurs n'avaient pas forcément l'habitude. Donc il y a une phase comme ça de calage, généralement d'une journée avant l'utilisation, pour caler les plans tout simplement, parce que
Voilà, on a peut-être vu le décor en virtuel qui est souvent un plan très large, mais dans la réalité, voilà, on va poser sa caméra, quelqu'un devant, et quoi ça va ressembler. Euh, donc en général, une intégration d'une émission, c'est de l'ordre de 2 jours. Et est-ce qu'on tourne plus vite? Alors on tourne pas plus vite, mais on peut enchaîner des émissions très différentes plus vite. C'est l'intérêt que voient les chaînes de télévision. C'est il y a pas les temps de montage et démontage de décors. Ça permet d'imaginer des décors de façon tout simplement qu'on peut pas construire. Donc il y a aussi ça a débloqué au niveau des idées et de la création des choses que tout simplement on pouvait pas faire parce que c'est ouais, qu'on fait pas en réel tout simplement sur ce genre d'espace. Et est-ce que, pour utiliser une phrase John, Mhm. est-ce que Unreal a plié le game? Est-ce que aujourd'hui c'est vraiment le moteur qui est 100% utilisé pour la virtual production, ou vous voyez il y avait Unity, mais est-ce qu'il est encore concurrent sur ce secteur, Sur ce ou secteur, des produits français non. aussi qui existaient? Non, c'est vraiment Unreal à 90%, 98%. Ouais. Il reste en broadcast des moteurs propriétaires type Visarté qui font, voilà, ils ont leur moteur, ils l'ont beaucoup développé avec pour très orienté décor virtuel. Voilà, le journal d'M6 a été fait pendant très longtemps sur un système à vide Maestro, pas du tout Exorad. Unreal, Exorad, tout à fait. Et, voilà, ça a tourné plusieurs années comme ça. Justine, est-ce qu'au sein justement de Méliès, les métiers de la télévision sont aussi abordés, ou vous êtes plus quand même sur un focus fiction, animation, cinéma? Il y a plus un focus fiction, cinéma, mais on aimerait, c'est une volonté de s'ouvrir plus au broadcast et à la télé. Et pendant un moment, lorsque la virtual production est arrivée, on avait l'impression que le coup de balancier allait plus vers la production que sur les effets visuels, enfin que les effets spéciaux. On a l'impression que les effets spéciaux ont repris un peu la main sur la virtual production, notamment même sur la partie de devis, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment les effets visuels, les effets spéciaux qui aujourd'hui dominent la virtual production, ou quel est votre avis? Je pense que les studios ont tout intérêt à proposer ces deux pans. Je travaille beaucoup chez les Tontons Truqueurs à Montpellier, qui au début faisaient que de la production virtuelle et qui ont décidé de s'ouvrir un peu plus aux effets spéciaux traditionnels pour pouvoir offrir une prestation plus complète aux productions, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on arrive avec un projet et qu'il faut aller voir un studio pour la partie production virtuelle, d'autres pour les effets visuels, et qu'il y a personne qui coordonne tout ça. Donc c'est plus simple de regrouper tout chez un même prestataire, et donc c'est pour ça aussi qu'il faut continuer à garder ces compétences-là et enseigner les effets spéciaux traditionnels, on va dire, dans les formations de production virtuelle. Et des séquences qui seraient tournées sur un fond LED, que ce soit pour les jeux ou chez les Tontons Truqueurs, sur lequel on s'aperçoit que ça va pas, ça colle pas, ça peut se corriger en post-prod, ou quelle est la difficulté? On a toujours l'option d'afficher du vert ou du bleu dans les écrans, en dernier recours. Ça arrive. Mais c'est vrai que pour des économies plus de court-métrage, des petites productions qui n'ont pas anticipé ce coût, ce débordement, et de payer une post-production, ça devient vite un vrai problème, et il faut trouver une solution au moment du tournage, et ça va être au chef opérateur et à la mise en scène de réduire l'ambition, de réduire le cadre, de trouver des combines pour limiter ça. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je faisais un film, c'était un biopic sur une militante écologiste qui est restée 2 ans en haut d'un arbre. Donc on avait reconstruit 4 mètres d'arbres dans des murs LED, et on incrustait la forêt dans les murs. Et le premier jour de tournage, les graphistes me disent que le brouillard et la tempête fonctionnent pas et que ça fait bugger Unreal. Et c'est un film où c'est une tempête Avec du brouillard, oui, donc avec du brouillard. Et donc là, ça devient... faut trouver des solutions sur le coup, parce que c'était un court-métrage et il n'y avait pas du tout les moyens de réincruster après en post-production. Et puis en plus, l'arbre était vert, les lumières étaient bleues, donc l'option fond vert ou fond bleu fonctionnait pas. Vous disiez que la formation est autour du métier de superviseur. Est-ce qu'il y a d'autres métiers annexes qui vont naître aussi? Oui, alors on a commencé par le métier de superviseur parce que ça nous semblait le plus complet, et après celui qui permettait d'aller vers le plus de voies possible.
Mais le superviseur, il a besoin de s'appuyer sur des opérateurs qui, eux, vont être plus spécialisés sur le fonctionnement des murs LED, enfin des techniciens plus spécialisés comme tu parlais et aussi, des graphistes Unreal qui vont être à même d'optimiser les scènes, de faire qu'elles puissent rendre en temps réel et que s'il y a une tempête, la scène ne plante pas. Ou alors de développer, tous les outils d'interactivité Mmh. pour qu'effectivement, au moment du tournage où la temporalité est pas du tout la même que dans une salle de graphiste, où on a le temps d'aller chercher tous les paramétrages et là, il faut, en un bouton pouvoir faire bouger le soleil, faire bouger, les éléments les plus essentiels. Bah, ça se prépare en amont et ça demande des compétences en blueprint, en code pour, créer cette interactivité-là. Donc on va essayer aussi de développer des formations dans ce sens. Quelle est la taille du mur LED que vous aurez? Tu as une idée sur le... Donc c'est un mur LED en 4 faces, une face, fixe de 4 mètres sur 6, 2 murs mobiles et un petit plafond. Ok, très bien. Bruno, comment va aujourd'hui se positionner ce plateau? Est-ce que c'est que du besoin interne? Quelle est un peu la philosophie et la volonté de développement? Alors, en fait, le studio, il a été fini d'être monté au mois de juin. Depuis le mois de septembre, on a fait de la publicité, on a fait aussi un long métrage avec plein d'effets spéciaux. Tu peux en parler ou c'est... Je peux en parler, oui, enfin, c'est un film avec Jodie Foster qui est réalisé qui est réalisé par Rebecca Zlotowski, avec Daniel Auteuil, Virginie Efira, voilà. Donc je vais pas parler du sujet du film, mais je peux vous donner les noms des acteurs parce que ça a été annoncé. Je pense que c'est un film qui sera présenté à Cannes, je l'espère, pour la réalisatrice. Quand on est sur du long métrage, on est vraiment basé sur l'idéation du réalisateur et l'accompagnement du chef opérateur pour le résultat. Quand on est dans la pub, c'est beaucoup plus long parce qu'en fait, on a l'idéation, le client, les allers-retours avec le client. Est-ce qu'on le fait en production virtuelle? Est-ce qu'on le fait en extérieur? Le chef-op qui vient mettre à un moment donné sa petite graine et qui dit non, finalement, ce plan-là, on va peut-être le faire plutôt en fond vert. Donc, le process est beaucoup plus long en pub parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui interagissent. Et on l'a vu sur le long métrage, c'est allé très très vite parce que alors outre la production des contenus qui est toujours un sujet en soi, la réalisatrice en tout cas sur le set, elle était hyper efficace puisque elle passait d'un plan à un autre sans se poser la question de savoir si ça allait plaire à quelqu'un d'autre que elle-même. Ce qui n'était pas le cas dans les autres pubs qu'on a pu faire, où là, vraiment, les temps de tournage sont un peu allongés, parce que justement, d'abord, on est en train de tourner le plan, et puis il faut que le client soit content, et il faut que le chef-op soit content, il y a beaucoup de monde à contenter et en plus, moi aussi, je mets ma petite, mon petit warning quand je pense que ça va pas marcher. C'est vrai que sur les tournages, alors c'est l'avantage de la projection virtuelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde que sur des tournages conventionnels. On a beaucoup plus de technologie, mais on a aussi des DIT qu'on impose maintenant sur tous les tournages. On a les superviseurs VFX qui sont présents, on a les gens qui créent les contenus 3D, les graphistes, on leur impose d'être là parce que s'il y a des changements à faire, comme la pub, on n'a jamais vraiment le temps de faire les choses, là au moins les gens sont là au rendez-vous directement sur le plateau. Donc oui, l'équipe a grossi maintenant sur les tournages, ce qui est quand même assez bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la post-production et qui en fait ils voient pas du tout ce qui s'est passé pendant le tournage et ils récupèrent un peu le bébé sans savoir vraiment ce qui s'est passé, quoi. Est-ce qu'il y a un challenge en termes aussi de demande sur de l'éco-responsabilité, Alors nous, on est en green? plein dedans, on est complètement dedans, on est surveillé de toutes parts parce que la publicité est connue comme étant des gros consommateurs d'énergie. On est obligé de rentrer dans des process qui sont de plus en plus écologiques. Et effectivement, venir chez nous et éviter beaucoup de transports, les voyages à l'autre bout de la planète. D'ailleurs, c'est le cas pour l'industrie automobile. On est très, très, très concernés. Ils veulent plus envoyer des voitures à l'autre bout de la planète pour tourner une seule séquence. Maintenant,
ils y vont en équipe réduite, ils font des plates et ensuite ils viennent chez nous pour pouvoir tourner certaines séquences. On ne peut pas tout faire non plus parce qu'il y a toujours un fantasme de se dire maintenant on va mettre une voiture dans un studio virtuel et on va pouvoir tourner autour de la voiture avec des caméras, etc. Non, on n'en est pas là, mais dans le milieu de la publicité, on est très 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 surveillé. Donc forcément, oui, c'est quelque chose d'important, notamment auprès des clients, hein, parce que les clients sont très demandeurs aussi. Loïc, est-ce que l'IA aussi touche vos projets et de quelle manière entre ce qu'on va voir, enfin, qui serait de l'IA générative ou un peu plus algorithmique et souterraine dans les workflows, voilà, comment c'est embarqué dans vos sujets? Alors nous, dans le groupe, donc là, on est un peu plus loin du graphique, mais effectivement, on utilise, on explore l'IA, mais sur de l'inspiration. Enfin, je pense que tout le monde l'a fait pour dire, moi, à quoi ça pourrait ressembler. Je lance quelques idées comme ça, et puis ça permet de faire des books, voilà, des moodbooks pour faire des présentations, par exemple, voilà, à quoi on pense que ça pourrait ressembler lors des phases de création, quoi. Donc ouais, c'est plus le mood board que l'exploitation définitive Sur la partie l'IA. création, et même, enfin, en tout cas, chez nos clients diffuseurs, il y a oui, de vraies questions sur l'utilisation de l'IA à l'antenne création, avec la problématique de sur quoi ces modèles ont été entraînés, est-ce qu'il y a les droits, enfin voilà, ces questions n'ont pas été réglées, donc Ouais. Même question, parce que c'est encore un sujet encore plus épineux, j'imagine, dans la publicité. On utilise de l'intelligence artificielle quand on affiche des images fixes, mais on reste contraint à Adobe Firefly, puisque ce sont les seuls qui officiellement entraînent leurs IA sur leurs propres images, sur leur stock. Ce qui arrive à grands pas, c'est qu'on utilise sur les environnements 3D du Gaussian splatting, et en fait ils essayent de mettre en place du Gaussian splatting extraits de vidéos qui ont été créées en IA, qui nous permettent de faire des environnements 3D. Bon, nous, on est en phase de test. On ne l'a pas encore mis dans le mur parce que le Gaussian splatting, c'est un peu particulier. Même si je pense que c'est un des avenirs des créations 3D parce que ça demande très très peu de ressources finalement. L'IA aujourd'hui, ça concerne un peu tout le monde forcément, mais c'est très très intégré dans les workflows de chez Publicis, enfin Publicis en tout cas. En prenant en tout cas l'IA au sens large, de toute façon les cartes Nvidia l'utilisent en interne. Exactement, pour ouais. faire les le fait, enfin toutes les solutions technologiques ont une part d'IA intégrée donc même si on veut pas l'utiliser, on l'utilise. Oui, elle est déjà présente, hein, dans tout est bien sûr. Et les étudiants, vis-à-vis de l'IA, quel est leur sentiment? Ça va être inclus dans la formation, à tous les niveaux que tu viens de citer. Donc ils savent que c'est une composante essentielle avec laquelle, ils vont être obligés de travailler après, donc autant les former, tout de suite. Et c'est aussi, à mon avis, une possibilité de démocratiser la virtual production, parce que ça va permettre aussi possiblement de fabriquer des environnements beaucoup moins chers, et donc d'ouvrir la production virtuelle à des courts-métrages ou à des économies un peu plus restreintes. Question un peu collégiale, quels sont, à votre avis, les avenirs de la virtual production? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui et qui pourrait s'améliorer? Quels sont, voilà, un peu les champs exploratoires, les travaux à mener? Alors, nous, en termes techniques d'affichage, ce que je dis, on en parlait tout à l'heure, on est passé dans la technologie 2110, ce qui va nous permettre d'afficher des environnements de manière plus rapide, plus efficace. On va pouvoir, dans ce qu'on appelle donc le Frostrum, c'est cette petite fenêtre là qui s'affiche quand on bouge la caméra. Donc, on va pouvoir augmenter la qualité du Frostrum, puisque là, on est toujours limité au fait que toutes les machines, toutes les nodes qui sont sur le studio calculent en même temps ce qu'ils affichent en fond et ce qu'ils affichent dans le Frostrum. Là, on aura une machine qui fera que le Frostrum et les autres machines qui feront le fond. Je pense qu'il y a aussi, alors même si ça a été mis en place dès le début, je trouve que ça marche pas encore beaucoup l'extension au-delà des murs des décors en temps réel. Pour l'instant, j'ai rien vu qui fonctionne vraiment très bien, de qualité cinéma, qui puisse être exploité. Et c'est des demandes pourtant qu'on a beaucoup des réalisateurs et des réalisatrices qui se sentent frustrés par
par les Par les tailles limites de de l'écran. par les limites de l'écran. Oui, mais c'est un investissement tellement énorme Ouais. de pouvoir faire de l'extension de scène. Et le problème, c'est que l'extension de scène, ça demande tellement de temps de prépa et tellement Réglage. de réglages. Et en plus, chaque scène doit avoir sa propre extension de scène. Et comme les chefs-op changent souvent aussi d'optique à la volée, c'est très compliqué aussi. Donc ça demande beaucoup de temps de prépa, donc beaucoup d'argent. Donc en fait, c'est pas qu'un problème technique, en Ouais. fait. C'est aussi un problème budgétaire, quoi. Ça reste quelque chose qui est... J'en ai fait pas mal d'extensions de scène et c'était toujours quand même très 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 compliqué Ouais. à mettre en place et très cher. Très bien. Dernière question, réponse rapide. Quels sont, pour chacun d'entre vous, vos projets à court et moyen terme? Justine? Développer plus les formations et l'ouvrir un maximum de métiers et ouais, travailler à cette démocratisation. Loïc? Nous, on explore en ce moment un peu toutes les solutions de contrôle, justement. On est en train de faire des benchmarks sur quelle est la meilleure façon de mettre en place des contrôleurs, en fait, pour contrôler un peu tout et ce qui se fait sur le marché, quoi. Et Bruno? Bah, nous, ça serait d'accueillir plein de nouvelles productions chez nous et puis aussi toutes les productions internes. On a aussi comme projet de créer peut-être des événements aussi autour du studio, des événements qui seraient plutôt des rendez-vous culturels. Donc voilà, il y en a plein, évidemment, plein de projets. Et mettre en place le 21-10, parce que ça, c'est pas encore... Dès que ça arrivera, je pense qu'on aura quand même un peu de travail. Très bien. Bah, merci à vous pour ces éclairages Merci. et on vous dit à bientôt. Ouais, merci.